Donc, le webinaire va être, donc est enregistré, sera rediffusé sur le site internet de l'agence via YouTube et vous aurez également le support qui sera accessible, en suivant. Donc pour ce qui est du déroulé de ce webinaire, donc, consacré à la mise en place de Druid dans le champ d'activité, psychiatrie, la présentation va se dérouler en plusieurs étapes et on fera des petites pauses successives pour répondre à vos questions. Donc un premier point, sur la présentation de la feuille de route de Druid. Donc qu'est-ce que c'est Druid, et quel est l'objectif? Ensuite, quelques prérequis, des points d'attention et également on vous présentera donc, le déroulé de la période de test qui vous sera offert et pendant la durée, pendant cette durée, vous pourrez, tester, l'outil. Ensuite, on va vous présenter, de façon générale Druid, donc comment ça fonctionne de façon générale et après faire un focus sur les fonctionnalités, psychiatrie. Donc notamment pour les établissements qui utilisent déjà Druid, bah, voilà, faire un focus sur, quelles sont les spécificités, du champ psy. On rappellera quelques messages clés et ensuite alors un point, qui concernera que les ex-OQN, sur l'information sur le reste à charge. Donc on aura quelques rappels à vous faire sur cette partie-là et quelques, questions à vous poser. Et donc ensuite pour conclure, les dernières questions, réponses, heu qu'on n'aurait pas répondu jusqu'à présent. Voilà pour le déroulé. Donc on va commencer sur la feuille de route de Druid. Donc la feuille de route de Druid. Donc jusqu'à présent et jusqu'au M12 2024, Druid, est l'outil qui est utilisé pour la remontée de données et qui, remplace les outils historiques dans les champs SMR et MCO. Donc Druid est utilisé dans les champs SMR et MCO jusqu'au M12, 2024, et à terme, donc Druid intégrera également, les champs, psychiatrie, HAD et également l'outil Matisse qui n'est pas encore intégré, dans l'application Druid, mais qui a vocation à être intégré. Donc voilà, l'objectif de Druid est donc de remplacer tous les outils de remontée historique par un seul outil dans tous les champs d'activité et quel que soit le secteur de financement. Donc il remplace les outils de remontée des séjours et des fiches comp, mais également les outils, donc là ça ne concerne pas la psychiatrie, mais de gestion des lambda, de l'activité consultation externe. Également, l'outil visual sera intégré dans Druid, en tout cas les fonctionnalités du visual seront intégrées dans Druid. Voilà, pour la psy. Et donc l'HAD viendra dans un autre temps. Mais donc ça, c'est l'objectif, d'intégration de Druid à terme. Concernant plus spécifiquement la psychiatrie, donc le calendrier est présenté, ci-dessous. Donc, on est en phase de développement de l'outil, en réalisant des tests avec quelques établissements représentatifs, des établissements bêta-testeurs. Donc là, actuellement, donc on fait le 1er webinaire de présentation de l'outil, donc on est le 10 décembre. Un second webinaire va être réalisé le 14 janvier, donc ça sera l'occasion pour les personnes qui n'ont pas assisté au premier de pouvoir, le consulter. Pendant cet intervalle, comme je disais, le webinaire en cours sera disponible sur le site internet de l'agence. Et lors de ce second webinaire, on fera peut-être des ajustements en termes de communication sur éventuellement des fonctionnalités qu'on a fait évoluer suite à vos retours ou des bugs qu'on aurait corrigés. Donc, entre ces 2 webinaires et un peu, au-delà, va se dérouler une phase de test, générale. Donc vous aurez une version de Druid disponible, heu, pendant quelques semaines pour justement tester l'outil en conditions réelles, mais sur une base de test. Et à partir du 10 février, 2025 pour votre M1 2025, Druid devra être utilisé pour vos remontées réglementaires. Donc Druid sera l'outil unique pour la psychiatrie, le SMR et le MCO. Donc la phase générale de test, je présenterai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais on ambitionne, de vous mettre à disposition l'outil, la semaine du 16 décembre. Hem, voilà, juste pour rappel par rapport aux objectifs de Druid. Donc comme je le disais, donc c'est remplacer tous les outils de transmission des établissements, de tous les champs d'activité par un seul outil. Il offre aussi des nouvelles fonctionnalités par rapport à Pivoine notamment,
puisqu'il permet de commander à distance, la plateforme IPMSI, donc on le reverra tout à l'heure. Et donc ça permet donc jusqu'à présent, Pivoine vous permettait de commander les traitements, de transmettre vos données, mais là, vous pouvez aussi récupérer les tableaux valides, récupérer vos visuals et également valider vos données directement depuis Druid. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'outil historique. Donc l'architecture de l'application est modulaire. Il y a certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations qui ont été introduites. Donc une automatisation des mises à jour. Donc vous aurez un pop-up qui va s'afficher à chaque fois que vous aurez une mise à jour. Donc j'ai vu une question et qui est posée assez fréquemment, par rapport à Magic, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est aussi utilisé pour les établissements ex-DG, pour l'anonymisation. Il n'est pas, dans le périmètre de Druid à l'heure actuelle. Par contre, on a bien compris que c'était une demande, des établissements, en tout cas, c'est une forte demande et une question qui nous est, posée à plusieurs reprises, donc on a identifié. Il y a des problématiques RGPD par rapport à Magic. Mais c'est une question, voilà, la réponse c'est pas ça sera pas intégré dans le cadre du projet actuel, mais on a bien identifié, cette remontée d'informations. Donc produit également des rapports de synthèse, Druid et un certain nombre de fichiers sous différents formats. Également dans le cadre de, la montée en charge de l'application, la diffusion aux autres champs, on a une démarche d'amélioration continue de l'outil. Et donc on intègre, le retour, des demandes des utilisateurs progressivement, dans l'application. Voilà pour la feuille de route. Juste une précision, alors ça ne concerne pas la psychiatrie, mais, ça a été annoncé lors du webinaire, nouveauté PMSI. Concernant l'HAD, la cible pour une mise en place, est le M5 2025. Donc, heu, sur le début d'année, enfin en tout cas avant la fin du premier semestre, 2025. Avec, donc une phase d'accompagnement qui sera similaire aux autres champs, c'est-à-dire des bêta-testeurs, des webinaires d'accompagnement et une phase de test, générale. Voilà pour la feuille de route. Ensuite, je vous propose de présenter également quelques prérequis, des points d'attention et comment va se dérouler la période de test. Donc pour ce qui est des prérequis, il y a un certain nombre d'éléments, qu'il faut noter, pour pouvoir utiliser Druid. Donc, il y a des éléments qui sont liés à vos droits d'utilisateur sur plage, sur, les données sur la partie PMSI. Donc pour utiliser Druid, on le verra tout à l'heure, il faut se connecter sur son compte plage, dès l'utilisation de Druid. Il faut se connecter une première fois, puis après, il est possible d'utiliser un mode hors connexion, on le verra aussi également tout à l'heure. Mais donc pour utiliser comme on doit se connecter, pour utiliser Druid, il faut avoir un compte plage et des droits spécifiques, c'est-à-dire, des droits sur le finesse sur lequel on souhaite travailler. Et également, à minima, un rôle de gestionnaire de fichiers, ça c'est un prérequis. Et si besoin, des droits de validation si on souhaite valider les données depuis IPMSI, depuis Druid. Voilà. Mais la nécessité d'avoir des droits de validation n'est pas obligatoire. C'est si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de validation. Hem Ensuite, pour ce qui est de la configuration minimale, de l'ordinateur, donc voilà, il y a des prérequis que je vous présente, donc au moins Windows 10, 8 gigas de RAM minimum, un accès internet requis donc pour communiquer avec IPMSI, se connecter, donc paramétrer ses proxys si besoin, avoir un framework, 4.8 ou supérieur, un espace Druid un peu supérieur à ce qui était, dans les outils historiques, donc notamment 4 à 5 fois le volume des fichiers en entrée. Donc ça, c'est peut-être un prérequis qui concerne principalement les très grosses structures et également, des droits en écriture sur le dossier, de l'espace utilisateur. Donc voilà, donc si, vous remplissez pas toutes ces conditions, il peut y avoir des problématiques de fonctionnement de l'outil. On ne vous garantit pas son fonctionnement optimal. Ensuite, si vous avez un pare-feu à configurer, il y a un certain nombre d'URL pour lesquels il faut donner, des exceptions. Donc, des exceptions sur le site, IPMSI,
Une nouvelle exception qui a été intégrée récemment, donc pour les utilisateurs nouveaux enfin déjà actuels de Druid, il faut rajouter cette exception si vous gérez les exceptions. Ça vous permet en fait c'est l'exception qui vous permet de gérer les mises à jour automatiques. Et puis également une exception sur l'accès à plage pour vous connecter. Voilà. Pendant la phase de test, heu, il y aura une un prérequis supplémentaire, c'est de donner accès à la plateforme de test d'IPMSI qui s'appelle valide, ipmsi.ath.santé.fr. Voilà, pendant la phase de test, il faut bien avoir, si vous configurez des exceptions, ajouter cette exception, dans vos configurations. Donc en pratique, comment va se dérouler la phase de test? Déjà, il y a un certain nombre d'objectifs. Donc c'est pouvoir vous approprier, l'outil, pour l'ensemble des établissements de psychiatrie. Donc ceux qui utilisent déjà Druid et puis ceux qui n'ont pas encore Druid parce qu'ils sont mono-champ ou qu'ils ont de la psychiatrie et de la SHAD. Alors il doit y avoir peu d'établissements, mais voilà, en théorie, c'est pas impossible. Anticiper les éventuelles adaptations d'organisation et matériel. Alors il y a un point, que je préciserai tout à l'heure sur le fichier des UM. Également des rappels que je vais préciser, là, tout de suite en suivant sur le respect des formats. Enfin voilà, Druid est un peu moins tolérant que les outils historiques sur le respect de certaines conditions des formats. Donc bah, voilà, les capacités de stockage, le paramétrage du pare-feu, l'exploitation des logs également. Ça vous permettra de voir à quoi ressemblent les logs et quel est le différentiel par rapport à Pivoine. Et puis aussi, voilà, tester en grandeur nature. Et puis, un point important tout de même, c'est nous permettre d'identifier des bugs, qui n'auraient pas été détectés pendant la phase de test interne et de test avec les établissements bêta-testeurs. Heu, donc voilà, donc la durée de la phase de test va se dérouler donc du 16 décembre, enfin en tout cas la semaine du 16 décembre, jusqu'à fin janvier, début février 2025. Donc vous aurez accès à une version qui vous sera communiquée et qui sera accessible, sur, la plateforme, enfin l'espace, de logiciels, du site de l'agence. Alors attention, il y a déjà une version de Druid qui est disponible. Heu, la version qui est actuellement disponible, c'est celle qui est disponible pour les établissements SMR et MCO. Donc la version qui sera utilisée pour les tests en psychiatrie précisera bien Druid Test Psychiatrie. Également, elle sera numérotée différemment, heu, puisqu'elle sera 2024.0.16 ou supérieure en fonction des versions des correctifs qu'on aura fait. En tout cas, ça commence par 2024.0. Si ça commence par 2024.10.11.12, c'est que c'est la version SR ou MCO. Voilà. Pendant cette phase de test, vous pourrez utiliser des données que vous avez utilisé sur Pivoine pour le M10 ou le M11. Donc on autorise Druid de fonctionner sur le M10 et le M11 pendant la phase de test. Par ailleurs, un support va être mis en place, donc est déjà même mis en place, sur Agora, et donc il y a un thème Agora dédié, donc le lien est sur le diaporama et donc on a montré l'arborescence, sur la slide. Autre point important, alors l'animation ne marche pas, donc voilà. Autre point important pendant la phase de test. Donc à terme, il y aura qu'un seul outil, je le rappelle. Par contre, pendant les tests, une version spécifique de Druid est installée. Donc il faudra bien, à l'issue des tests, penser à désinstaller cette version. Cette version de test, aura un raccourci spécifique. Donc on peut le voir là sur l'icône ici, Druid Psy version test. C'est ça, c'est l'icône que vous verrez. Donc si vous utilisez déjà Druid, vous aurez 2 icônes, Druid et Druid Psy version test. Alors, c'est une version de Druid, différente. Par contre, il y a quand même des similarités avec, Druid, SMR et MCO. C'est-à-dire que les répertoires de travail sont au même endroit, donc les paramétrages des répertoires de travail, de sauvegarde, sont au même endroit et donc si vous changez vos préférences utilisateurs dans un outil, ça sera reporté dans l'autre. Donc ça, c'est un petit point d'attention particulier qu'on souhaite vous souligner et
Ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas faire tourner les 2 applications en même temps. C'est-à-dire si vous faites des tests sur, l'appsi, n'ouvrez pas l'autre outil. Et donc pendant la phase de test, donc pour les établissements, qui ont uniquement de la psychiatrie, donc ils auront une icône Druid Psy version test. Là, vous pourrez faire ce que vous voulez, sur les périodes M10 et M11. Les données, même si vous les validez, elles ne seront pas vues par vos ARS. Ça pointera vers une, base de test, d'IPMSI, et donc vous pouvez, entre guillemets, «vous amuser» à déposer des données, modifier des données. Il n'y a pas de problématique là-dessus, c'est une base de test. Par contre, bah, pendant cette période, Pivoine, donc que vous soyez en établissement ex-DAF ou ex-OQN, sera à utiliser jusqu'au M12 2024 pour faire les, transmissions standards. Ces versions pointent sur la version de production d'IPMSI, et là, bah, vous transmettez les données, comme le process habituel avec, une validation qui permet à l'ARS de voir vos données, et cetera. Donc voilà. Et donc l'autre icône de Druid, bah, sera également présent pour, le MCO et le CMR si vous avez ces activités-là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce point-là. Hem, il y a 2 Oui, 2 questions. Je ne vas-y, sais pas si on vas-y, répond maintenant, Aurélie. mais Si, si, c'est très bien donc il y ce que avait tu une fais, ouais. question sur le bêta-testeur, mais du coup, on a répondu en disant que la version test serait disponible la semaine prochaine. Il y a une autre question, donc les droits sur plage doivent être mis sur le profil de l'utilisateur pour les envois. Est-ce que ça fonctionne déjà ou pas avant le 16-12? Est-ce que ça fonctionne déjà? Bah, c'est vos droits en fait, c'est ça Hem, les Bah, droits vous sur pouvez plage. le faire, en tout cas, vous pouvez mettre à jour vos droits si c'est pas déjà fait avant le 16-12. Après, si vous souhaitez savoir si ça va fonctionner, il faut juste vérifier que sur plage, sur le champ PMSI, vous ayez des droits sur le champ d'activité psychiatrie et en tant que gestionnaire de fichiers. Et normalement, si vous êtes déjà capable Ouais, de c'est ce faire que une j'allais dire. transmission de Pivoine vers Mmh, IPMSI, c'est que vous avez les droits qui ouais. sont correctement paramétrés. Il y a pas enfin voilà, ça serait la situation qui pourrait poser problème, c'est si jamais vous êtes team dans un établissement, que vous préparez les données dans Pivoine et que vous donnez les données pour que quelqu'un d'autre les transmette sur IPMSI. Et là, auquel cas, il faudra peut-être mettre à jour vos droits. Vous avez peut-être déjà les droits nécessaires, mais à vérifier. Et une autre question, aurons-nous ce document pour pouvoir installer? Oui, alors je vais le préciser par la suite, mais il y a une documentation utilisateur. Donc, jusqu'actuellement, les outils avaient une documentation PDF. On a changé la méthode, c'est une documentation internet. Il y a un lien depuis Druid vers la documentation. Pour le moment, la documentation, elle est très tournée SMR, MCO. On est en train de la mettre à jour pour Druid. Petit. Mais elle est pas, enfin voilà, on n'a pas encore alimenté ces parties-là, mais par contre, il y a quand même tout ce qui est prérequis, écran et cetera, qui sont très similaires et que vous pouvez déjà consulter. Donc vous y avez accès, on a le lien sur une des prochaines diapos. Et il y a une autre question qui revient effectivement. Avec la multiplication des champs sur Druid, nous allons être plusieurs à utiliser Druid mis à disposition sur un serveur. Peut-on utiliser le même logiciel pour des établissements différents? Alors on a Et la ouais. question revient aussi, peut-il y avoir une utilisation simultanée de Druid pour plusieurs champs PMSI? Donc je pense que ces 3 questions se C'est des regroupent. questions qu'on a assez fréquemment. Je pense qu'il faut qu'on avait évoqué de documenter un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de configurations différentes qui peuvent être possibles. Heu et donc, heu, il y a des situations où si on a le même compte utilisateur, hem, il peut avoir des problématiques si on fait tourner les mêmes champs, les plusieurs champs en même temps. Aurélie, tu hésites pas à me corriger sur ces aspects-là très informatiques parce que, mais en tout cas, voilà. Disons que c'est faut être vigilant sur cet aspect-là. Oui, alors il y en a
Quelqu'un qui dit: «Je ne vois pas les slides». Est-ce normal? Là, je sais pas. Guylaine, je Alors te laisse voir avec lui. oui, au précédent webinaire, Dim, il y avait eu des soucis, sur, j'espère qu'il y a pas trop de messages comme ça, mais il y avait eu des Non, soucis c'est le de ce premier. type-là et il fallait changer de navigateur, notamment je crois que c'était Firefox qui marchait un peu mieux que les autres ou installer l'application, Webex. Nous pouvons donc traiter le PMSI Psy et SMR? Oui, en fait, vous allez avoir, Oui, Druid qui vous permettra même de faire, si vous faites du MCO, SMR et Psy et plus tard le HAD qui va se greffer également dans ce même outil. l'idée c'est qu'il y ait qu'un seul outil à terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie? Non, il y a si. Par défaut, Druid propose des répertoires de sauvegarde en fonction du profil de log Windows. Est-il possible de forcer le répertoire de sauvegarde sur un unique répertoire, quel que soit le profil utilisateur Windows qui se connecte? Les répertoires de sauvegarde, on peut les paramétrer en fait sur l'outil. Et je pense qu'il faut paramétrer sur chaque compte utilisateur Mm. Druid, si je dis pas de bêtises. Mais on peut paramétrer plusieurs utilisateurs vers le même répertoire. C'est ça, hein, Aurélie? Oui, ouais, ouais. Présentation inclut-elle le paramétrage des tests? Ça, je sais pas. Euh, je sais pas ce que ça veut dire là. Ce que je propose, c'est qu'on continue, puis on reprendra une autre petite série de questions, heu, tout Ouais, à l'heure. ça marche. Heu, alors oui, dans la documentation, alors c'est pas encore intégré, mais il y aura le différentiel entre les tests P1 et les tests, heu, Druid, avec les codes erreurs et les libellés. Donc juste un petit rappel, donc à partir du M1 2025, il y aura qu'un seul outil Druid pour les 3 champs d'activité. Donc il faudra penser à désinstaller la version test de Druid. Donc ça, c'est dans quelques temps, hein, parce qu'il faudra déjà l'avoir installé, mais on le précise déjà dès maintenant. À partir du M1 2025, donc Pivoine, qu'elle soit DAF ou QN ou Visual Qualité, ne seront plus à utiliser puisque les fonctionnalités seront intégrées dans Druid. Voilà. Alors quelques points d'attention, avant de présenter, le fonctionnement de l'application. Donc un point d'attention assez important, qui concerne pas tous les établissements, mais quelques-uns. Donc on souhaite vous rappeler quand même, on souhaite vous rappeler une règle, dans le cadre de qui a été définie dans le cadre de la notice technique qui a mené à créer le fichier des UM. Cette notice précise bien que le fichier des UM, décrit toutes les UM ayant fait l'objet d'un recueil, que ce soit dans les RPS et les RA, et que le fichier d'UM est obligatoire pour l'ensemble des établissements. Donc, Druid, contrairement à Pivoine qui laissait le temps de s'adapter sur cette évolution réglementaire, est rigoureux sur, ces 2, ces 2 prérequis et donc il y a 2 conséquences pratiques. C'est que si vous ne produisez pas de fichier d'UM, Druid ne pourra pas contrôler vos données parce que le fichier d'UM est obligatoire et si votre fichier d'UM n'est pas exhaustif, c'est-à-dire si vous avez un RPS qui a une UM qui est pas dans le fichier d'UM ou si vous avez un RA pour lequel l'UM n'est pas dans le fichier des UM, vous aurez ces enregistrements RPS et RA ne seront pas exportés dans IPMSI. Donc avec des potentielles conséquences en termes de DFA notamment, puisque, bah, voilà, les enregistrements non reliés à une UM ne seront pas exportés. Donc c'est un point qu'on souhaite, pour lequel nous souhaitons attirer votre attention, parce que ça peut avoir une importance en termes de volumétrie d'activité. Donc, voilà. Les erreurs seront bien tracées dans les rapports de Druid, donc vous arriverez à les identifier. Et par ailleurs, je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail comment fonctionne, parce qu'il y a un module de gestion des UM qui a été intégré dans Druid, et donc comment vous pourrez vous assurer que vous êtes bien exhaustif pour éviter justement, de perdre de l'activité. Voilà. Donc un autre point important, c'est que le format des fichiers en entrée doit absolument faire la taille spécifiée dans les formats.
même si le fichier finit par un filler. Donc par exemple, là, pour la psychiatrie, le fiche comp, transport, les 10 derniers caractères, c'est un filler, donc c'est des espaces. Donc il faut absolument que chaque ligne de votre fiche comp fasse bien 63 caractères. Si actuellement vous produisez un fiche comp, transport de 53 caractères, enfin, où l'enregistrement fait 53 caractères, et qu'il était accepté jusqu'à présent par Pivoine, il sera rejeté par Druid. Donc c'est un point important, de bien respecter les formats qu'on a spécifiés. Voilà, 2 points d'attention assez importants, qui peuvent avoir notamment des impacts sur, alors il y a beaucoup d'établissements qui sont déjà exhaustifs, hein, sur les UM, mais voilà, on souhaite quand même, attirer votre attention là-dessus. Hem, Ce que je vous propose et puis après on pourra prendre une seconde salve de questions, c'est de vous présenter, l'application, Druid dans son ensemble, sans faire un focus sur la psychiatrie dans un premier temps, mais vous montrer, comment fonctionne Druid dans son ensemble. Alors, hem, voilà. Donc tout d'abord, donc je vais lancer donc là, bah, je suis dans la situation d'un établissement qui a, 2 qui fait par exemple du MCO et de la psychiatrie et donc pendant la période de test, j'aurai 2 icônes. Une icône Druid pour le MCO ou le SMR et ou et une icône, Druid pour, les tests en psychiatrie. Donc je vais ouvrir, la partie Druid classique pour vous montrer une, déjà l'onglet de connexion et puis un point qui est une nouveauté par rapport aux outils historiques. Donc voilà, quand vous lancez l'application, vous voyez la version que vous utilisez. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que quand, Druid détecte à l'ouverture de l'application qu'une nouvelle version est disponible, il vous avertit. Donc vous n'avez pas besoin de vous connecter sur le site de l'agence pour savoir qu'il y a une nouvelle version. Druid vous informe, qu'il y a une nouvelle version. Donc on explique un petit peu quel est le différentiel et quelles sont les nouveautés, dans l'application, par rapport à la version précédente et on vous explique aussi à quel champ s'appliquent les modifications. Donc comme Druid, bah, concerne plusieurs champs, donc là, il y aura des colonnes spécifiquement, pour la psychiatrie, donc on précise aussi quel secteur de financement. Donc si jamais une mise à jour est faite et que, par exemple, là, si vous êtes un établissement psychiatrique et alors là, il y a une mise à jour des référentiels, c'est un mauvais exemple, mais si vous êtes pas concerné, par la mise à jour par rapport aux champs sur lequel vous travaillez, et bah, vous êtes pas obligé de faire la mise à jour. Elle est pas obligatoire. Donc soit vous décidez de faire la mise à jour, là, il vous faudra des droits administrateurs, donc peut-être contacter votre DSI pour faire cette mise à jour, mais vous pouvez aussi acquitter la mise à jour si vous n'êtes pas concerné et vous pourrez tout de même utiliser Druid sur le champ qui n'est pas concerné par la mise à jour. Donc ça, c'est un point important. Donc ça, c'est la version, en production. Je vais la quitter, mais c'était juste pour vous présenter ce point-là. Pendant la phase de test, si Druid, si on fait des mises à jour sur Druid Pi, elles seront pas, comment? Elles seront pas il y aura pas d'auto-updater, donc il faudra réinstaller, accéder, on communiquera un lien sur lequel qu'il faudra télécharger, et la mise à jour devra être, manuelle. Donc voilà, pour la présentation générale de l'application, donc tout d'abord, vous devez utiliser votre profil plage pour vous connecter. Donc vous mettez votre numéro d'identifiant, votre mot de passe, donc voilà et vous pouvez vous authentifier. La plage va récupérer les différents établissements, sur lesquels vous avez des droits. Par exemple, moi là, j'ai 4 établissements sur lesquels j'ai des droits et donc je peux me connecter sur ces différents établissements. Hem, un autre point important sur cette icône de connexion, vous pouvez, alors mince, il faut que je revienne en arrière. Hem, alors attendez, comme tout est sauvegardé, je ne connais pas mon identifiant plage par cœur, je suis désolé.
Hem, donc vous avez aussi, donc dans cette page-là, heu, la possibilité de paramétrer, vos, vos paramètres de connexion qui sont assez similaires aux outils historiques. La possibilité de tester la connexion, et la possibilité de travailler hors connexion. Donc il faut se connecter une première fois pour pouvoir le faire, mais ça vous permet justement, de travailler en mode hors connexion. Par contre, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas, faire de dépôt, sur IPMSI. Heu, donc voilà, je m'identifie, je choisis mon établissement et après je me connecte. Donc si on présente, de façon, générale l'application, en haut, vous avez 4 onglets qui vous permettent de choisir dans quel champ vous allez vouloir travailler. Donc là, psychiatrie, mais donc il y aura à terme 4 onglets, MCO, SMR, HAD et psy. La version de test de Druid Psy, n'aura que l'onglet psy ouvert. Donc vous ne pourrez pas vous tromper, si vous exercez dans les différents champs. Par ailleurs, donc là, on précise bien que c'est une version test en haut et la version est spécifiée. Donc, là, c'est la 0.15.0. Donc ça 2024.0, c'est une version de test. Si c'était 2024.10 ou point 11, c'est une version de production. Voilà, on rappelle le finesse sur lequel on est connecté. Voilà. Sinon, donc, je vais aller, dans les avant d'aller dans le corps de l'application, je vais vous présenter, les autres boutons. Donc vous avez la possibilité de vous déconnecter, donc c'est les icônes en bas à gauche, donc voilà, l'icône de déconnexion. Une icône avec un HH et des flèches, qui vous permet de changer de finesse. Donc par exemple, là, je suis sur le finesse 001, je clique sur l'icône de changement de finesse et je peux passer sur un finesse différent. Voilà, il y a aussi la possibilité d'auto-compléter les numéros, donc vous pouvez, taper, le numéro de finesse, pour, heu, pour vous connecter. Donc après, vous changez de finesse. Bon là, je suis resté sur le même. Vous avez une petite icône à propos. Ça vous permet donc d'une, d'accéder à la documentation en ligne depuis, l'application Druid. Donc là, hop, j'ai cliqué sur le bouton et je vois la documentation. Et donc notamment, tout à l'heure, on avait des questions sur les prérequis. Donc là, quand vous allez dans installation de Druid, vous avez les prérequis que j'ai présentés tout à l'heure. Donc voilà. Mais, il y a tout un autre, enfin voilà, tout un voilà, la documentation globale de l'application et au fil de l'eau, on va ajouter les spécificités de la psychiatrie. Des liens vers le support, Agora ou mail, et des liens vers, le site internet de l'agence, la signature du logiciel. Voilà, vous avez quelques informations, pratiques sur, à propos. Ensuite, vous avez, une gestion des paramètres. Donc ça vous permet de configurer, vos paramètres utilisateurs. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas nouveau, par rapport à l'historique. Donc vous conservez un répertoire de travail qui, par défaut, est paramétré au même endroit que les applications historiques, c'est-à-dire, c'est user, votre nom de compte, AppData, roaming, ATH et puis là, le nom de l'application ATH, donc Druid en l'occurrence et work. La même logique pour les répertoires de sauvegarde et les rapports. Hem, Aussi, également, vous avez toujours le bouton «M'avertir à chaque démarrage». Donc là, si vous cliquez sur ce bouton, à chaque démarrage, l'application vous demandera quelles sont vos préférences, utilisateurs à paramétrer. Voilà. Vous pouvez aussi réinitialiser les valeurs par défaut. Ça, il y a pas de nouveauté. Pour ce qui est des nouveautés, vous avez un nouvel emplacement qui est l'emplacement donc un nouvel, hein, par rapport à Pivoine, hein, pas par rapport à c'est pas une évolution Druid. Un espace de téléchargement et cet emplacement vous permet ce sera l'endroit où vous pourrez récupérer les tableaux valides de IPMSI, mais également les tableaux donc CSV, de IPMSI et les visuels qualité. Donc voilà, donc ça c'est l'emplacement, que vous avez paramétré pour ceci. Et ensuite, vous pouvez paramétrer un nombre d'erreurs maximal.
pour la phase de pré-traitement. Donc il y a je vous expliquerai après le fonctionnement et on ira dans le détail, mais voilà, au-delà duquel l'application s'arrête, arrête les contrôles et ne tolère pas. Donc soit vous avez un seuil de tolérance, faible ou élevé, donc là j'ai mis un seuil de tolérance assez élevé. La valeur par défaut, donc quand on clique sur réinitialiser, est de 10 000 erreurs. Voilà. Là je vais accepter, et il faut, avant de quitter, enregistrer pour, modifier ces paramètres. Ensuite, il y a un petit onglet affichage des traces. Donc on verra son fonctionnement tout à l'heure, mais quand vous lancez, l'application, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors c'est des les comment? Les informations sont pas forcément explicites, mais permettent de voir si l'application tourne et également en cas d'erreur, elle peut être communiquée au support. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de récupérer les résultats au valide, de valider, dévalider et de quitter. Donc quand on parle de, résultats au valide, valider, dévalider, ça dépend du champ qu'on a sélectionné et de la période qu'on a sélectionnée. Donc justement, je vais aller un peu plus dans le détail. Donc pour le champ et la période, donc vous sélectionnez le champ, vous sélectionnez donc pour chaque champ, vous avez un certain nombre d'onglets. Donc là, en psychiatrie, il y a qu'un onglet à chaque fois et après vous pouvez dire: «Est-ce que je veux faire une période M0», donc une période test? Et donc là, l'application enfin voilà, ça c'est assez visuel pour que vous puissiez savoir que vous êtes sur une période test. Donc là, je le décoche et puis vous pouvez choisir la période sur laquelle vous voulez travailler. Donc pour rappel, pendant la période test, c'est M10 ou M11 que vous devez utiliser. Hem, voilà pour la présentation générale de l'application. Ce que je propose, c'est que peut-être s'il y a des questions, j'ai pas regardé, heu, Oui. je puisse y répondre et puis après on fera la partie, hem, Oui. spécificité psy, dans un second temps. Alors, je sais plus trop où j'en étais arrêtée, mais tic tic tic, vous avez précisé que la version de production Psy sera plus restrictive que P1 pour les fichiers. Les tests Druid intégreront les restrictions en question. Pouvez-vous préciser les restrictions en question? Donc bah, justement, les formats, c'est-à-dire il faut absolument faire si le format vous dit il y a 63 caractères, vous devez avoir des lignes de 63 caractères, et également le fichier des UM, il doit être exhaustif. C'est vraiment les 2 prérequis, essentiels et pour ces 2 problématiques, il y aura des erreurs, Druid. Il y a des erreurs Druid qui explicitement vous diront qu'il y a un problème et que les lignes sont rejetées et qu'il faut, analyser, les logs pour les traiter. Ça répond à la prochaine question. Druid nous préviendra si souci de fichier UM. Donc oui. Oui. En cas d'UM non présent dans le FIC UM, y aura-t-il une alerte de Druid? Donc oui. Mmh. Alors ensuite, on revient sur la question des utilisateurs. Je voudrais forcer même pour un nouvel utilisateur que le répertoire de sauvegarde soit unique et non ce que va proposer Druid au démarrage. Je ne suis pas forcément dans le dos de chaque utilisateur au moment où il va se connecter. Ça, je pense, c'est les questions sur Ah les je paramétrages. pour le moment, l'application, on peut noter la demande, voir comment on peut la traiter, mais en tout cas, l'application fonctionne, comme ça actuellement. On peut pas, pré-paramétrer pour, des utilisateurs non enregistrés, oui, heu, le les répertoires. J'ai Est-ce que deux personnes peuvent travailler sur Druid en même temps sur le même champ? Si c'est sur des postes différents, oui, après si c'est sur le même serveur, si la question que je vais poser, on vous le conseille pas. Et pareil, faut faire attention parce que 2 personnes en même temps sur Druid, sur le même champ, heu, faut faire attention parce qu'il peut avoir si vous poussez des données sur IPMSI, ça risque d'être, un peu compliqué. Enfin je Sur les mises à jour, on ne voit pas la colonne psy. Alors je pense que c'est parce que c'était une mise à jour oui, M11, du coup, c'est ça. Je vous ai ouais. montré un exemple, de la production. Donc pour le moment, on n'a pas mis les colonnes psy, mais elles vont arriver et donc il y a un code couleur. Donc il y a une couleur par application et la psy sera identifiée en violet.
Le fichier transport change en termes de taille? Non, Non. c'est ce qui Mmh. est spécifié dans les formats. C'est Druid, juste, oui. une précision, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains fiches comp dont les fillers, finaux étaient pas, complétés et donc là, on vous dit qu'il faut respecter les formats qu'on a spécifiés. Est-ce que Druid peut envoyer les données dans la période brouillon sur IPMSI? Période brouillon, c'est M0. Oui, alors sur la prod, sur MCO-SMR, oui et sur la période de pendant la période de test, vous pouvez aussi tester le M0 sur M10, M11. Alors, que faire si le fiche comp n'a pas les 63 caractères? Il faut Donc, rajouter alors après, je voyez, sais pas pour quelle raison il manque, des caractères, mais si c'est le filler de la fin, il faut que rajouter des espaces autant que pour arriver à 63 caractères. quel est l'intérêt de faire un M0? C'est une possibilité qu'on vous offre. Après, vous Oui, pouvez faire surtout des pour, périodes classiques, l'avantage du M0, c'est que c'est un peu en une sorte de bac à sable, mais vous pouvez, enfin voilà, c'est une possibilité qu'on vous offre. Libre à vous de la saisir ou pas. quid du fichier VDPP? On n'en a pas parlé, mais oui. Alors VidIPP, bah, il reste, Oui, il c'est y le a pas même. de les fichiers à produire sont rigoureusement les mêmes. En tout cas, après, ils suivront les évolutions PMSI. Il y a pas d'évolution dans les fichiers à produire et dans les consignes de production. Par contre, il y a voilà, 2 différentiels sur le fonctionnement que je vous ai présenté là, mais sinon les fichiers à produire sont rigoureusement les mêmes et donc le VidIPP, fonctionnement reste le même. Si je comprends bien, on peut être 2 en même temps sur 2 champs différents pour le même établissement. Alors oui, si vous êtes sur, de façon certaine, si vous êtes sur 2 postes différents. Après, si vous êtes sur un serveur, ça peut être ça peut dépendre de la configuration. Je ne veux pas vous donner une, réponse formelle. Mais par contre, si vous êtes sur 2 postes différents, il y a pas de souci. Le Druid, de 2025 acceptera les fichiers RIMP 2024. Hem, le Druid de non, non, le jusqu'à 2000, comment? Pendant la période test, il va accepter des fichiers 2024. Mais par contre, À partir une de fois qu'on M1. mettra le M1, ça sera, des fichiers 2025 et les fichiers 2024 seront à traiter, par Pivoine. On revient sur les répertoires de sauvegarde. On nous demande une sauvegarde complète des traitements faits sur Druid, ne pas permettre aux responsables de l'info médicale, enfin l'informatique, de contrôler pour tout utilisateur le paramétrage du répertoire de sauvegarde est un problème. Alors j'imagine que c'est une question qui revient, alors je ne sais pas si c'est la même personne depuis tout à l'heure ou mais en tout cas, on note bien la demande. Je ne sais pas comment on peut la traiter et là, pour le moment, il faut donner des enfin, en tout cas, dans sa version actuelle, il faut donner des consignes à vos utilisateurs qui ont des droits de gestionnaire de fichiers, qui font les exports sur la plateforme, de paramétrer comme vous le souhaitez. Hem, mais on note bien, je sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, je comprends la demande. La désinstallation de Pivoine entraînera-t-elle la suppression du fichier de sauvegarde et des fichiers .in et out? Non. Je pense pas. Après catégoriquement, comme j'ai pas testé, je vais pas dire de bêtises, mais je pense pas quand on désinstalle un outil, Bah, je pense pas de parce que c'est l'agence que ça indépendant, écrase le répertoire de sauvegarde. c'est indépendant du fichier de sauvegarde, il restera dans le profil de l'utilisateur et du coup l'installation du logiciel est indépendante. Alors, comment? Je vois une question là sur le fait qu'on voit pas le VidIPP sur Druid Oui, présenté dans c'est les slides. normal. En fait, Oui. le VidIPP, vous le mettez dans Magic, donc vous mettez un Mm. vidosp et un VidIPP. Magic vous génère un nanohosp qui contient les données du VidIPP, enfin vide, anneau vide, je sais pas comment on peut dire et anneauhosp. Donc en fait, votre fichier anneauhosp doit contenir les lignes du VidIPP, mais si vous regardez l'écran Pivoine, c'est exactement, pareil.
Et il y a une dernière question, les résultats au valide. Je ne sais pas trop la question. Que sort-il ou où sort-il? Je ne sais pas. Bah, je vais Résultats au peut-être. valide Ouais, Ok, tu vas si avancer sur le. si on en est là, je vais avancer sur Ouais, la présentation spécifique oui, je pense qu'on a ici. fait le tour des questions, hein. Ouais. Ok, alors je repartage mon écran. Donc, bah, je vais commencer du début. Là, donc j'ai sélectionné un M10, et donc, bah, j'ai un certain nombre de fichiers à sélectionner. Donc, ce que je peux faire tout d'abord, avant de commencer à travailler, et c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est que vous avez un petit écran, petite icône qui vous dit, bah, pour cette période, la transmission est autorisée. Donc, voilà, donc ça vous dit, que, vous pouvez vous connecter à IPMSI, que tout marche. Vous avez aussi un bouton état IPMSI. Donc pour le champ, donc ça, vous voyez le champ et la période sélectionnée. Donc là, on vous rappelle, eh bah, où vous en êtes. Donc là, on vous dit, qu'il y a eu une transmission. Donc, bah, ce matin, j'ai fait une transmission pour faire des tests. Donc, on voit, ce matin avant 11 h que, le traitement a été commandé en suivant et que, le traitement a été réussi. Donc voilà, et vous avez une nouvelle information qui est l'idée du dernier traitement réussi. Donc en fait, quand vous générez, les fichiers, enfin quand Druid génère les fichiers, il crée un identifiant unique qui permet de savoir quelles sont les données, qui sont déposées sur IPMSI. Donc l'archive zip que vous allez produire, contient cet identifiant. Je vais l'expliciter tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est ce premier point. Donc vous pouvez regarder ça au début pour voir, voilà, si, s'il y a une problématique particulière, et où ça en est. Donc là, mes données, elles sont validables, elles sont pas validées et l'ARS, bah, n'a pas validé. Donc après, si vous voulez travailler, sélectionner vos fichiers, vous pouvez par exemple tout effacer. Donc comme ça, vous commencez à, travailler à plat. Donc il y a un petit bouton tout effacer et après vous sélectionnez vos fichiers exactement comme, le fait Pivoine. Donc vous allez sélectionner vos fichiers, heu, alors bureau. Donc là, j'ai un fichier de RPS, un fichier de RA et ensuite je vais générer mes UM. Donc là, il y a une nouvelle fonctionnalité justement pour vous permettre d'être exhaustif, qui vous permet, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un fichier d'UM, vous êtes sûr qu'il est bon. Là, vous pouvez aller, sélectionner ce fichier. Donc là, vous le sélectionnez. Par exemple, vous pouvez récupérer, le fichier des UM du mois précédent s'il n'y a aucune UM qui a bougé. Par contre, bah, voilà, vous avez un fichier qui est pas exhaustif, donc il y a un module de gestion des UM. Donc soit vous avez des modifications à faire dans un fichier d'UM existant, voilà, et donc là, vous pouvez le sélectionner. Donc là, je l'importe et l'application me dit, donc j'ai fait importer un fichier d'UM, l'application me dit, que j'ai importé 8 lignes. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je suis pas sûr que ce fichier est exhaustif. Donc je vais demander de créer un fichier d'UM à partir du fichier de RPS. Donc là, il faut sélectionner un fichier de RPS et là, l'application me demande: «Est-ce que vous voulez, ajouter, les UM à une liste déjà existante?» Et donc ça, il faut cliquer «Oui». «Est-ce que je veux créer une nouvelle liste?» Donc en fait, effacer ce qui est affiché et en créer une de nouveau, ou est-ce que je veux arrêter de travailler? Donc là, je vais dire: «Bah tiens, je veux ajouter les UM à partir d'une liste existante», donc la liste qui est affichée là. Et donc là, en fait, l'application me dit: «Bah, en fait, il y avait déjà toutes les UM étaient déjà présentes, enfin il y a pas de nouvelle UM dans votre fichier de RPS». Donc là, bah, j'ai un fichier d'UM par rapport au RPS qui est exhaustif et je peux, créer les UM à partir d'un fichier de RA. Je fais ça, et je vais sélectionner un fichier de RA. Hop, et là, la même manip. Est-ce que je veux ajouter les UM à la liste? Est-ce que je veux en partir d'une nouvelle liste? Ou est-ce que je veux, je vais cliquer par erreur sur le bouton? Donc là, je fais oui, je veux ajouter à la liste existante. Et là, il m'a trouvé, dans le fichier que j'avais, une ligne qui était pas, qui est dans mes RA et qui est pas dans mon fichier d'UM. Donc comme ça, déjà, cette manip permet enfin voilà, de récupérer les UM qu'on aurait oubliés. Donc là, cette UM là, par contre, il faut lui donner les bonnes informations. Donc on peut double-cliquer sur la ligne, sélectionner le finage géographique qui va bien
dire quel type d'unité c'est, donc je vais mettre non défini, une autorisation mixte et puis le date de début d'effet, par exemple 20 janvier 2022. Voilà et là j'ai mis à jour mon fichier du M. Donc je peux l'enregistrer sous, donc je vais, mettre un nouveau nom, et je fais enregistrer. Donc là j'ai enregistré, une fois que j'ai enregistré, je peux quitter et là par défaut, bah, j'ai créé mon fichier et l'application elle a mis ce fichier-là en entrée du traitement qui va être réalisé. Donc après ce que je peux faire aussi, c'est, gérer mes UM. Là je pars de rien et j'importe à partir de mes RPS, hop. Donc là ça m'a importé 8 lignes, donc il faudra que je complète chaque ligne et après, donc j'ai fait les RPS, j'importe les RA, les UM des RA, hop, j'ajoute et j'ai toutes mes UM et après, bah, faut que par contre j'ajoute, les informations et enregistrer. Donc là je vais pas enregistrer et j'ai gardé la première action que j'ai faite. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire comme ça. Donc si vous savez que dans vos RA, vous avez rajouté une UM entre la période précédente et la période en cours, bah, vous récupérez alors après soit vous générez l'UM à partir d'un autre outil, mais si vous le souhaitez le faire depuis Druid, bah, vous récupérez vos UM du mois précédent qui étaient exhaustifs, et puis après vous allez contrôler vos RA et il va Druid va vous proposer l'UM à rajouter. Ensuite, donc l'ANOHOSP qui contient donc, le VDOSP anonymisé et le VDPP anonymisé. Donc voilà. J'ai Si vous utilisez un host PMSI, vous pouvez le sélectionner, mais c'est pas une obligation. Et après les autres fichiers complémentaires, donc isolement et contention, temps partiel et transport. Voilà. Donc là, on a sélectionné toutes ces informations et donc la première étape, c'est contrôler les fichiers. Ah oui, si, un point important, je vais, rajouter un point, c'est que à la phase de contrôle, si jamais vous avez oublié un fichier, obligatoire, l'application va ne pas vouloir travailler. Donc et donc Druid ne voudra pas contrôler vos données. Donc si vous n'avez pas sélectionné l'autorisation des UM, Druid va vous mettre une alerte. Là, j'ai pas mis de fichier d'UM, Druid, affiche une alerte. Si je n'ai pas mis donc si j'ai mis des UM et que je n'ai pas d'ANOHOSP, pareil, j'ai un message d'erreur. Et pareil, si je si je si j'ai pas mis ni de RPS ni de RA, je vais avoir un message d'erreur. Par contre, si Druid va pas vérifier, en fonction de votre situation, si vous devez produire des RPS et des RA. Donc il faut à minimum un des 2 fichiers. Après, c'est à vous de savoir s'il y en a 2 à produire ou un seul. Donc là, je resélectionne les RPS et les RA. Hop, j'ai tous les fichiers, je peux contrôler. Donc pendant la phase de contrôle, donc je vais ouvrir la petite, fenêtre, la trace de pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement, mais par exemple, si vous avez des problématiques et que l'application ne tourne pas assez vite, bah, vous pouvez l'ouvrir et là, vous allez suivre en fait comment tourne l'application. Alors comme je disais, c'est pas des messages très très parlants, mais par exemple, là, il vous dit qu'il a traité 1000 lignes et donc toutes les 1000 lignes, 1000 oui, 1000 lignes. Toutes les 1000 lignes, vous allez avoir une log supplémentaire et donc par exemple, si l'application tourne longtemps et que vous savez pas si elle est, s'il y a un problème ou si, elle tourne vraiment et bah, ouvrez la trace de pas, là, vous êtes sûr, vous savez ce qui se passe. Donc on va attendre. Donc il y a une phase de contrôle, où justement, bah, on dit la volumétrie, de données contrôlées. Heu, voilà et après, une fois que les contrôles sont terminés, il y a les archives qui vont être créées et après on vous dit que tout est bon. Alors vous n'êtes pas obligé de comprendre, totalement, ce qui est écrit, mais en tout cas, si vous avez une problématique et un message d'erreur, ça peut être intéressant de faire une capture d'écran et de l'envoyer au support. Voilà, donc une fois que la phase de contrôle est terminée,
là, il y a 2 messages possibles. Soit on vous dit: «Les contrôles sont terminés, vous pouvez vérifier la qualité de vos données». Donc c'est que globalement tout s'est bien enfin, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, si justement vous aviez sélectionné un fichier d'UM, mais le fichier d'UM, il y a aucune ligne qui est exploitable, ou vous aviez sélectionné un fichier d ANOASP, mais il y a aucune ligne qui est exploitable, ou aucune ligne des RPS et des RAA sont exploitables, vous allez avoir un message d'erreur on va vous dire: «Aucune donnée n'est transmettable». Donc là, j'avais des données transmettables, donc la seconde phase, c'est regarder les comptes rendus. Donc vous avez 2 types de comptes rendus. Un compte rendu général, donc ça ressemble, enfin en tout cas dans l'idée, c'est un peu la même logique que le compte rendu, TXT qui existe actuellement en général, qui existe dans Pivoine. Et donc c'est présenté ainsi, donc pour chacun des fichiers produits, donc là il y a bien une analyse du VDPP, enfin qu'on appelle ANOIPP là ici. Hem Et donc il y a 2 phases. Il y a une phase de, pré-contrôle et une phase de contrôle. Donc ces 2 phases permettent, d'effectuer des contrôles la phase de pré-contrôle va vraiment analyser des problèmes vraiment de format des fichiers ou de cohérence, c'est-à-dire notamment des RPS qui ne sont pas reliés à une UM ou des RA qui ne sont pas reliés à une UM. Et la phase de contrôle va aller un peu plus dans le détail justement sur notamment les contrôles pivoines. Et donc à chaque étape, on vous dit combien il y avait de lignes initialement. Donc là, on vous dit qu'il y avait un NanoOSP avec 964 patients et 964 séjours, pardon. Et donc à la phase de pré-contrôle, il n'y en a aucun qui est bloqué. Il y en a, donc ils sont tous passés. Et après la phase de contrôle, ils sont également tous passés. Normalement, il n'y a pas d'erreur de contrôle sur votre NanoOSP. Ensuite, vous avez des RPS. Donc il y avait Heu, alors là, c'est là, on va peut-être reprendre un peu la sémantique, mais en tout cas là, dans le visuel qu'on vous présente, on appelle ça suite de RPS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on compte un nombre de séjours. Hem Et donc il y a 964 séjours, donc en cohérence avec, votre nombre d'ANOASP. Donc il y en a aucun qui sont bloqués à la phase de pré-contrôle et vous avez, quelques erreurs à la phase de contrôle, des erreurs qui sont non bloquantes. Donc là, par contre, on va vous compter un nombre de RPS en erreur et des erreurs qui sont bloquantes. Heu et on va vous présenter un certain nombre d'erreurs. Donc quand une erreur est bloquante, elle est, bloquée, après la phase de contrôle. Donc vous avez sur vos 964 séjours, 49 qui ont été bloqués, qui possèdent une erreur de bloquante. Donc voilà, je vais pas refaire tous les fichiers, mais la logique est, la même, pour les différents fichiers. Voilà, donc ça, c'est le rapport détaillé. Ça vous donne une synthèse et notamment, ici, alors je sais pas si on a des alors, non, il y a pas de problématique liée aux UM. J'aurais peut-être dû en créer une, mais là, vous auriez identifié une erreur sur les UM, bloquantes que vous auriez visualisées. Donc ça, c'est le rapport, général qu'il faut regarder en premier pour voir, voilà, où vous en êtes. Ensuite, vous avez 2 rapports, heu, détaillés, donc que vous pouvez ouvrir, qui sont des rapports au format CSV, là que je vous présente ici. Heu, donc un rapport qui identifie, la phase de pré-traitement. Donc si vous avez un certain nombre d'erreurs à la phase de pré-traitement, vous ouvrez ce rapport et là, vous avez, donc le type de données traitées, le code de l'erreur, le libellé de l'erreur. Donc là, on a un nano IPP inexistant ou non chaîné. Donc ça veut dire que vous avez un RA pour lequel il n'y a pas d'IPP qui est d'anneau, enfin de VDPP qui a été généré. Vous avez les données en erreur, donc issues de la NOASP, la ligne de la NOASP. Et l'IPP du patient concerné pour justement retrouver le patient en question. Voilà, et donc bah, ce fichier peut être consulté après vous pouvez le mettre en forme, sous forme, enfin voilà, mettre des filtres
et puis regarder les différentes erreurs que vous avez pu, constater. Donc là, il y en a qu'un type, mais il pourrait en avoir plusieurs. Voilà, donc ça, c'est les pré-traitements et puis après, il y a la partie détaillée, tac, 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 où là, vous allez avoir notamment une grande partie des contrôles pivoines qui sont retranscrites. On va vous dire, quel fichier est contrôlé, quel code erreur. On a une séquence pour l'isolement qui est supérieure à 12 heures, et on va vous dire, quel séjour, est concerné, par cette problématique. Donc voilà et pareil, des chevauchements de séquences où on vous dit, donc c'est pareil sur l'isolement, la contention, bah, le numéro des séquences qui se chevauchent. Hem, voilà pour, cette partie des contrôles détaillés. Pareil, vous avez un certain nombre de colonnes, heu et vous pouvez consulter le libellé des erreurs, le type de fichier contrôlé et les codes erreurs. Alors juste, entre cette version de présentation et la version de démo qui vous sera fournie, on a eu 2 retours des établissements, testeurs sur le fait qu'il y avait des éléments qui étaient, qui pourraient être comptés un peu différemment ou qui pourraient être présentés un peu différemment. Donc on fera peut-être des ajustements. Donc là, je peux pas vous dire précisément ce qui sera intégré, mais il y aura peut-être un petit delta entre cette version-là et la version qui sera mise soit en test, soit en production, en au M1 2025. Voilà et ensuite, donc une fois que vous avez contrôlé vos données, si vous pensez qu'il est possible, en tout cas que les données sont de suffisamment bonne qualité pour être transmises sur ePMSI, vous cliquez sur transmettre. Là, j'espère que ça marche. Voilà et là, il y a une petite pop-up avec le décompte des différentes données qui sont transmises. Voilà et donc là, si on remet, l'état IPMSI, je viens de transmettre, là, on me dit bien: «J'ai une transmission qui a été faite à 15 heures. J'ai un traitement qui a été commandé à 15 heures. Par contre, le dernier traitement réussi date de 10 heures, donc il faut que j'attende un peu qu'IPMSI tourne, pour récupérer mes tableaux valides». Voilà, donc je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous présenter les autres fonctionnalités. Donc il y a d'autres commandes. Là, quand vous faites transmettre, ça génère une archive de sauvegarde. Je vais la montrer après tout à l'heure. Par contre, si jamais vous voulez déposer manuellement sur IPMSI pour une raison ou une autre, heu, pour un problème technique par exemple, vous pouvez exporter, faire un export pour un dépôt manuel sur IPMSI. Ça va générer une archive, mais une archive qui est vraiment là pour être intégrée dans IPMSI, donc qui contient que les données nécessaires à IPMSI. Elle ne contient pas toutes les données d'une archive, normale. Vous pouvez aussi ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des problématiques sur la génération des tableaux OValides et qu'on vous demande de recommander un traitement OValide, donc génération des tableaux valides sans changer vos données. Donc là, vous pouvez le faire directement depuis l'application et vous pouvez aussi générer les fichiers in et out, donc qui n'est plus le format des archives réglementaires, mais qui permet de générer des fichiers in et out pour, intégration dans des outils de reporting, que vous pouvez avoir en établissement. Voilà, donc là, je vais voir où on en est et voilà, les traitements sont réussis. Donc j'ai bien, voilà, donc là, je peux aller récupérer mes résultats au valide. Donc j'ai pas forcément besoin d'aller dans IPMSI. Je peux récupérer les visuals qualité, les tableaux valides sur un fichier ou, plusieurs fichiers. Donc là, je vais, par exemple, demander de récupérer que les, fichiers, sur un seul fichier, les tableaux sur un seul fichier. Donc là, on me dit que j'ai bien pu les récupérer. En plus, on me dit l'emplacement du fichier, enfin, où c'est stocké. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est stocké sur, le répertoire téléchargement. Après, vous pouvez dans vos paramétrages, hem, préciser un petit point que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on peut vous demander où est enregistré le fichier systématiquement. Donc là, quand vous aurez cliqué sur récupérer les fichiers au valide, à chaque fois, vous allez avoir une pop-up qui vous demande de sélectionner le répertoire. Mais par défaut, c'est le répertoire de téléchargement. Donc je vais aller l'ouvrir ce répertoire. Hop et là, donc bah, 15 heures, j'ai,
fichier zippé avec une page HTML qui s'est créée. Et donc là, j'ai mes tableaux valides, exhaustifs. Alors il y a un petit point, alors si je fais hop, une petite spécificité pendant la période de test qu'on souhaite aussi souligner, c'est que, les tableaux, 1Q1 erreur RIMP, donc notamment ceux-là, vont avoir enfin ne sont, sont en cours en fait, comme les libellés des erreurs entre Pivoine et Druid ont été changés, on est en train de mettre à jour ce tableau. Donc en dehors de ce tableau-là, sur les erreurs Pivoine, heu, vous avez, comment les autres, tableaux valides restent, valables. Mais celui-là, pendant la période test, on va le mettre, à jour progressivement, mais n'est pas enfin voilà, il faut pas, s'appesantir sur ce tableau qui justement identifie aucune erreur, mais parce il n'a pas été mis à jour, pour l'instant. Voilà, hem et donc pour aller jusqu'au bout, heu, donc là, on a récupéré les résultats, on peut récupérer des visuals, on a des données validables, donc la transmission autorisée et on peut aller jusqu'à valider les données. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur valider. On m'a dit que ça a été fait avec succès. Quand je vais dans IPMSI, enfin état IPMSI, on me dit: «Voilà, les données ont été, validées par l'établissement, elles ne sont pas validées ARS». Et donc là, la transmission devient bloquée parce que quand on a des données validées établissement, il faut les dévalider avant de pouvoir, redéposer les données. Donc vous avez ce petit indicateur qui s'est mis à jour. Voilà, sur les établissements ex-OQN, hem, donc là, pardon, j'ai peut-être été trop vite. Donc là, on était sur un établissement ex-DG. Donc là, je switch d'établissement. Donc je fais la fonctionnalité changer d'établissement. Hem et là, je peux sélectionner donc un établissement ex-OQN. Hop. Donc le le visuel est assez identique, hein. La différence, c'est que vous avez, bah, voilà, un onglet séjour facture. Vous allez sélectionner les RPS. Pour les établissements ex-OQN, il n'y a pas de RA, donc il n'y a pas d'onglet RA. Les unités médicales, le fonctionnement est le même, à ceci près que la gestion des UM, bah, il n'y a pas la fonctionnalité, créer les UM à partir d'un fichier de RA, parce qu'il n'y a pas de RA. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre votre vie de chaînage, votre fichier de RSF. Alors, on fera un petit point là-dessus tout à l'heure, mais je prépare. C'est-à-dire que dès que vous produisez des informations de facturation, dès que vous avez la facturation, il faut la production des RSF est toujours, nécessaire. C'est-à-dire que le vide-chaînage vous permet de chaîner les séjours pour lesquels il n'y aurait pas eu de facture, mais le RSF doit toujours être produit, par les établissements ex-OQN. Ça, c'est une petite aparté et après, les autres fichiers et après les étapes sont exactement les mêmes. Contrôle. Ah mince, oui, justement, j'ai modifié les accès là, il me dit ça clignote dans tous les sens, ça me dit que les chemins sont pas bons, et donc je vais les changer. RPS, les UM, le vide chaînage, les RSF et puis j'ai un NOSFAC, donc je vais le sélectionner. C'est pareil, c'est pas obligatoire. Hop et là, le processus est le même, hein, je vais pas refaire toutes les étapes, mais le processus est les mêmes que pour les établissements ex-DG. Je crois que je vais peut-être, heu, m'arrêter là pour l'instant et peut-être, ah oui, si je vais partager mon écran et après pour faire quelques tout petits rappels, enfin partager la présentation, pour faire quelques petits rappels, et ensuite on pourra passer à la partie questions-réponses. Donc pour rappel, donc sur la partie générale, il y a une espace de documentation qui est accessible en ligne. Donc on a une mise à jour qui est automatique et optionnelle, et après, sur les spécificités de Druid, donc d'autres points que j'ai dit, plus ou moins pendant la présentation, donc que je répète ici. Donc les codes des contrôles vont évoluer.
donc les codes seront pas exactement les mêmes que dans Pivoine, et un tableau justement de correspondance entre les codes historiques et les codes, de Druid vont être mis va être mis à disposition là très prochainement dans la documentation. Heu, il y a une toute petite précision, c'est que, heu, en réécrivant les codes, on a identifié quelques coquilles dans Pivoine, qui, ont été corrigées dans Druid. Et donc il y a quelques différences, il peut y avoir en termes de contrôle, quelques différences entre Pivoine et Druid. Si cette différence, ne vous paraît pas cohérente, il faudra contacter le support pour éventuellement qu'on corrige un effet de bord. Et bah, ça les tableaux parties qualité sont en cours d'ajustement. Donc pendant la période de test initialement, enfin voilà, faut pas les analyser. Voilà, pour cette partie, j'ai fini. Est-ce que Aurélie, tu as des questions? Enfin, j'imagine qu'il y a eu quelques questions et ah, ton son est coupé, Aurélie? Ah, hem, alors, c'est embêtant. Est-ce que j'ai la main? J'ai j'ai essayé de te demander le rétablissement du son, ça marche ou pas? C'est embêtant. Ah, rétablir le son. Ah oui, c'est bon. Merci Fabien. Super, j'ai eu un Désolée. peu peur. OK, bah, pas de souci. Alors effectivement, il y a pas mal de questions. Alors déjà, est-ce que les fichiers auront des noms différents entre le SMR et l'APSI afin qu'ils ne s'écrasent pas? Donc oui, logiquement, ils sont Ouais, préfixés par le champ à chaque ouais. fois. Mmh mh. Après, il y avait une question sur le RSF, mais je pense que c'est parce que tu étais en train de présenter les séjours DGF. Donc je pense qu'on a répondu OK. à la question. Druid va-t-il générer les durées de conservation des fichiers du PMSI à 5 ans? Non. N Ce serait un alors gros plus, vas-y. surtout pour les fichiers dans les archives zip. Je Non, pense non, il y qu'on a pas parle de des durée de archives, conservation. oui, Non, oui. non. On Mmh. peut pas, on n'a pas C'est le droit en fait hein, ouais, de conserver vos données à vous, donc c'est bien à vous de faire la le conservation. tri. Mmh. Druid garde en mémoire les données des UM enregistrées lorsque l'on crée le fichier à partir du RPS et RAA. Oui, en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant une fois que vous avez saisi toutes les UM, vous devez faire enregistrer. Quand vous faites enregistrer, en fait, Druid vous demande de définir le fichier, le nom du fichier et en fait, ça va générer un fichier d'UM enregistré et après le mettre, ce fichier d'UM enregistré sur le chemin sera des UM sera celui que vous venez d'enregistrer et donc peut-être que je peux repartager pour refaire cette partie de la présentation. Hem, alors, bah, on peut repartir de là. Là donc j'ai un fichier d'UM, je peux aller dans gestion des UM, donc importer à partir d'un fichier d'UM, donc je reprends ce fichier. Donc là, j'ai un certain nombre d'UM et puis, peut-être que celle-là, en fait, c'est pas une unité de gérontopsie, c'est une unité, classique. Donc voilà, je fais une correction ou elle est fermée, enfin voilà, je fais cette correction-là et là, on fait enregistrer les UM. Faut faire valider avant. Hop, enregis hein, hein, passe. Ah oui, il y en a 2 pareil. Ah oui, c'est ça, je ferai un doublon. Donc non, pardon. Par exemple, c'est un grand adolescent et jeune adulte. Là, j'étais en train de faire un doublon parfait entre, 2 UM qui avaient le même type d'unité. Donc je valide. Elle existe aussi celle-là? Numéro 2. Il y a peut-être un petit bug. Mmh. Hem, OK, ça tombe bien. En validant là que tu fais ça? Ouais, bon, annuler, hop. Désolé, je pense que c'est l'effet démo qui fait que je heu, alors annuler.
On va créer une UM. Heu, ah, donc bon, si vous constatez ce bug, le remontez pas, on va le saisir, nous-mêmes. On va l'analyser. Je pense que c'est un mauvais fonctionnement, mais on va vérifier. Oui, tu as mis, 12-20, oui, oui, je suis un peu, ouais. fatigué. Donc voilà, donc là, j'ai créé une nouvelle UM, donc j'enregistre. Là, je vais dire que c'est, voilà, heu, fichier d'UM démo. Je fais enregistrer. Donc là, il me demande bien d'enregistrer les UM. Une fois que j'ai enregistré, je quitte et là, le fichier d'UM démo, c'est celui-là qui va être lu pour, faire les contrôles et donc au mois suivant, s'il y a pas eu de modification des UM, je peux le réutiliser directement. J'ai pas besoin de repasser par l'outil de gestion des UM. C'est pareil, si vous aviez un fichier d'UM, exhaustif en OM12 2024 et que vous l'avez utilisé dans Pivoine et qu'en OM1 2025, il n'y a aucune modification, vous pourrez utiliser le fichier qui a été utilisé dans Pivoine dans Android. Voilà pour, cette question. J'espère que j'ai aidé à répondre à celle-là. Une autre question sur les UM. Des contrôles sont-ils faits par Druid sur FIQM en lien avec les autorisations de l'établissement dans le cadre de la DFA? Pardon, j'ai pas compris la question, je suis désolé. Est-ce que tu Des peux répéter? contrôles sont-ils faits par Druid sur le fichier des UM en lien avec les autorisations de l'établissement dans le cadre de la DFA? N n n non, on vérifie pas les types d'unités, ça c'est dans IPMSI que ça va se faire et en lien avec vos ARS. Alors ensuite, on ne peut donc pas contrôler uniquement notre fichier de temps partiel, par exemple. Non, il faut bien mettre les fichiers obligatoires. Donc est-ce que ce document sera accessible sur la TIH? Oui, je pense qu'on va les mettre à disposition après. Oui, ouais. Mmh. On aura toujours les numéros de séjour et ou IPP pour les erreurs bloquantes et non bloquantes. Oui, oui. Mmh. Comment retrouve-t-on les erreurs détaillées avec les numéros de séjour ou IPP? Comment re alors, C'est dans le rapport détaillé en dans le fait qu'on rapport a le détaillé, ouais. vous avez des informations qui vous permettent de retrouver la séquence en question. Alors, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il y a les établissements bêta-testeurs nous ont identifié des situations où c'était, moins facile de retrouver que dans Pivoine, donc il faut qu'on analyse ces situations-là. Mais on fournira il y a les informations qui permettent de retrouver la séquence ou l'acte en erreur, dans le rapport détaillé. Serait-il possible d'avoir une colonne avec l'IPP seul? Ça, je sais pas dans quel contexte on était. Je pense que ça concerne les contrôles sur les RA, mais je note la demande. Y aura-t-il accès aux détails des séjours sur la partie qualité? Sur Visual Qualité? C'est Mmh, Pas précisé visual qualité. Sur la partie qualité, y aura-t-il accès aux détails des séjours? Je sais pas trop si vous pouvez repréciser oui, là, la question, ouais. je suis pas certain d'avoir compris, ouais. Sur le fichier des erreurs détaillées, il n'y a plus la notion de bloquant et non bloquant. Hem, Je sais plus si on l'indique ou pas, mais en tout cas, il y a toujours le alors dans le rapport global, c'est vrai que la notion est précisée et dans le rapport détaillé qu'on a présenté, c'est vrai que cette notion est pas on va vérifier ouais, comment je c'est sais dans plus, oui. Pivoine. Ouais. Il y en a quelques-uns qui posent à quel endroit mettez-vous le fichier RSF, mais je ne sais pas si du coup vous avez vu, vu qu'on a fait la démonstration après Oui, oui. des séjours au QN, je pense que J'ai vous peut-être pas avez été pu le voir. assez Je sais précis, pas. au début de la Ouais. présentation. C'est vrai que j'ai pas spécifié que le début était ex DG et après j'ai fait une salve ex OQN, donc je pense que
Et là, et donc je pense que ça a répondu à votre question. Le temps de traitement de production des fichiers à déposer a-t-il été optimisé 3 heures avec Pivoine en année complète? Alors, Euh, les retours qu'on a, mais il faut qu'on l'objectif, c'est que ça va plutôt plus vite. Par contre, on est preneur de si vous testez l'application, Ouais, pendant la période là, monsieur Terra, on est preneur de savoir effectivement si de votre côté, ça a bien été optimisé. Sur non, Pivoine, mais on oui, donc ouais, parce que si c'est, enfin oui, oui, enfin les premiers retours qu'on a eu, alors après, est-ce que ça m'était, enfin, ça dépend du nombre d'erreurs aussi, donc c'est ça qui est compliqué à répondre, mais c'est vrai que mmh. le retour qu'on avait, c'était ça va plutôt plus vite. L'avantage là, c'est que vous allez tester sur du M10, M11, donc on aura déjà des données, plus Assez conséquentes. volumineuse, ouais. Ouais. Sur Pivoine, on peut générer des fichiers de sauvegarde autres que les in et out. Heu je ne sais pas de quel fichier vous parlez. Faut générer des fichiers. Sur Pivoine, on peut générer des fichiers de sauvegarde autres que les points .in et les points .out. Je Euh, vois pas. On peut non, sélectionner le fichier CSV de rapport, mais en fait, c'est le rapport détaillé maintenant. Heu, je vois pas de quoi, ouais, oui, si vous désolé, pouvez si vous pouvez le expliciter? préciser, ouais. Ces listes permettront-elles d'accéder au numéro des séquences en erreur dans le cadre des indicateurs qualité, dotation qualité du codage, exemple Ah! séquence avec incohérence, nombre devenu RPS et fiche comp. Hem, là, tel que c'est fait je comprends la question, tel que c'est enfin là, tel que c'est fait actuellement, parce qu'il y a pas de visual, sur la partie qualité du codage dans le cadre de la DFA, à ma connaissance, si je vous dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je reviendrai. Donc pour le moment, non, c'est pas une fonctionnalité qui a été ajoutée, dans Android. Le vitchainage est obligatoire. Alors non, Alors, il on ne le va faire une sera petite pas. partie, Ouais. supplémentaire là-dessus. Ah oui, Quand c'est vous vrai. produisez une facture, la facture est obligatoirement à produire, et si jamais il y a pas de facture, il faut produire un vide chaînage pour pouvoir chaîner. Mais par contre, le vide chaînage n'est pas obligatoire en tant que tel, parce qu'il est voilà. Il a été indiqué lors du dernier webinaire qu'une maintenance de la plateforme IPMSI est prévue du 6 au 10 janvier. Est-ce que les envois PSI M11 encore réalisés via P1 seront bloqués également durant cette période de maintenance ou cela ne concerne-t-il que les envois via Druid, MCO et SMR? Ça concerne Concerne tous IPMSI les donc Pivoine. champs, ouais. Comment 2UM peuvent avoir des types d'activités différentes? Oui, en fait, le bug que je disais être un bug, je sais pas si c'en est un, faut qu'on analyse, parce que c'est vrai que normalement on doit avoir, une forme d'activité par UM. Donc Est-ce que l'accès IPMSI restera pour contrôle au valide? Alors oui, vous pourrez toujours vous connecter à l'application, enfin si c'est ça la question. Le même code UM en double S normal avec 2 types d'activités. Donc je pense que ça rejoint, mmh. et voilà. Ouais, je suis désolée, il n'y a pas de question. L'IPP n'est pas isolé. C'est pas la question. Enfin, ou tableau valide de la partie qualité. Désolée, si vous pouvez reposer vos questions en entier parce que du coup, je précise sur ma question ce qui concerne l'accès au détail des séjours de la partie au valide, détail des séjours de tableau valide, partie de qualité. Je- En je mmh, Oui, toujours pas compris. ouais. Je vous Est-ce que c'était sur la fin de la partie Il y a questions? encore 3-4 questions. Loupé la. Oui, bah, le début. Oui, on vous dira pour la version test comment produire le vitchainage. Donc, on va y revenir. Et pour les dossiers de sauvegarde avec Pivoine, je crée et conserve les fichiers in et out. Est-ce les bons formats? Ou y a-t-il possibilité de produire d'autres types de fichiers de sauvegarde depuis Pivoine?
Ah OK, je crois comprendre. Avec Pivoine, vous conservez enfin les in et jusqu'au M12 2024, le fonctionnement habituel, est conservé. Donc vous si les in et out Pivoine sont toujours les archives, officielles pour la psychiatrie. Heu, Par contre, à partir du M1 2025, là, vous aurez pas besoin enfin, ce sera pas nécessaire de générer les in et out depuis Druid. Il faudra générer, les rapports de sauvegarde de Druid. En fait, ça dépend de l'application que vous utilisez. Mais jusqu'au M12 2024, chan enfin voilà, continuez à faire comme vous faisiez avant. Pourrons-nous, par exemple, identifier les séjours avec DP manquants ou incompatibles avec l'âge? Ah Ça, OK. je pense que ça En revient fait, sur, oui, je pense comprendre. C'est qu'il y a certains contrôles de pivoine, alors si je comprends bien, vous me direz oui ou non, mais il y a certains contrôles dans la partie Ovalide qualité, qui n'étaient pas historiquement dans Pivoine. Et donc ce que vous souhaiteriez, c'est qu'on puisse justement les identifier, enfin savoir de quel séjour il s'agit et que vous ayez pas besoin, de faire un retour, enfin voilà, des filtres sur les dossiers. Normalement, l'outil visuel qualité permet de faire ça. Et donc comme visuel qualité est intégré dans Druid, vous aurez la possibilité de retrouver les séjours identifiés topés dans Ovalide via, la partie visuel qualité. Donc je le montre, parce que peut-être que vous connaissiez pas l'outil visuel, c'est peut-être ça. Heu et donc, vous allez dans la partie résultats au valide, vous faites visual, qualité, et là vous le téléchargez, hop, et là, hop, 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 alors je sais pas s'il y avait là, ça va marcher et heu, je comprends pas, ça a rien récupéré. Fichier de sauvegarde non trouvé. OK. Bon, il y a un effet démo là. Ah oui, si je suis sur le mauvais final, j'ai pas fait de traitement, désolé. J'avais fait le test sur l'établissement 001. Hop, télécharger. Voilà, visual qualité. Et là, vous avez un fichier sur les R3A et un fichier sur les RPSA. Et donc là, par exemple, les R3A. Vous avez le finesse, le numéro d'ordre, le mode légal de soins, la date de l'acte, la nature de l'acte, le lieu de l'acte, l'IPP et le test qualité. Donc là, on vous dit: «Ah bah tiens, cet IPP-là, à cette date-là, il avait un acte, de démarche, heu, LNA et par contre, comme je ne sais pas, heu et donc il a été identifié en erreur dans ce tableau. Heu, Par contre, pourquoi il est en erreur? Là, j'ai un doute. En tout cas, oui, hem et donc vous avez en tout cas les différentes, erreurs qui sont remontées, comme ça. bah, c'est bon pour les questions pour l'instant. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, hem, je vais continuer, sur quelques messages clés complémentaires et peut-être que si je partage mon écran, ça sera mieux. Alors, un message, heu, important pour la psychiatrie, là, on parle de l'ENC, des contrôles externes, mais en fait, ça concerne pas le champ psychiatrie. Mais en tout cas, les tirages au sort HAS pour les scores, les indicateurs QSS. Hem, donc, avec Druid, il faudra conserver la même rigueur de conservation des archives qu'avant la mise en place de Druid.
Donc il faudra être particulièrement vigilant pour le M12. Conserver des supports accessibles à plusieurs utilisateurs. Il ne faut pas stocker les archives, de sauvegarde sur, un poste qui est uniquement accessible par une seule personne et un poste physique plutôt sur le réseau. Donc éviter des sauvegardes locales et puis, respecter, globalement votre politique d'archivage et de sécurité, informatique. Juste voilà, donc ça sera OM12 2025 pour vous, mais en tout cas, c'est important. Ces règles seront rappelées par Druid systématiquement au M12 pour vous dire: «Attention à vos archives». Alors il faut être vigilant tous les mois, mais particulièrement pour le M12. Voilà. Ensuite, par rapport aux archives, c'est quelle est l'archive à utiliser? Quelle est l'archive officielle? L'archive officielle, alors là, c'est un exemple pour le SMR, mais on voit bien que justement les champs sont précisés dans le nom des archives. Donc elles sont stockées dans le répertoire de sauvegarde que vous avez paramétré dans vos préférences utilisateurs. Donc par défaut, c'est AppData, roaming, ATIH, etc. Mais sinon, vous pouvez le paramétrer vous-même. Et cette archive comprend le numéro finesse, la période, donc là c'est le M8 2024, le champ, la partie contrôlée, et après la date et heure de traitement, et ensuite le fameux UID, enfin l'identifiant unique du traitement, qui vous permet, justement ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'état IPMSI, qui vous permet de vérifier que c'est bien les données qui sont dans IPMSI. Donc si vous avez fait plusieurs M12, préparé plusieurs fois les données, vous pouvez faire la correspondance entre les deux pour être bien sûr que l'archive que vous récupérez, parce que toutes les archives intermédiaires, vous pouvez éventuellement les purger, mais l'archive que vous récupérez est la bonne. Attention, il y a dans les onglets autres commandes, il y a aussi des fichiers zip qui sont générés, mais ils ne serviront pas dans le cadre des tirages au sort, HAS. C'est notamment l'export pour un dépôt manuel sur IPMSI. Cet export-là contient une partie des données contenues dans l'archive, mais pas toutes les données. Donc ça sera impossible de faire vos tirages au sort HAS avec ce fichier, et l'option générer les in et out ne seront pas utilisées donc pour les IQSS sur données 2025. Donc pour la psychiatrie, ça sera, en 2026. Mais bon, on vous fournit cette information dès maintenant, et c'est la même logique pour les autres champs. Donc ça, bon, bah, j'ai précisé la l'UID, vous pouvez le récupérer et le trouver dans le nom du fichier. Et une autre, spécificité, donc, heu, vous aurez la possibilité, alors ça serait pareil, vous ne pourrez pas récupérer votre archive Pivoine, hein, mais ça sera en 2026. Au M1 2026, même, à partir enfin, en tout cas, une fois que vos données, auront un statut validé ARS, vous pourrez récupérer la dernière archive M12 avec un statut validé ARS. Ça vous permettra justement de, sans, trop rechercher, dans vos répertoires, de retrouver la dernière archive, M12, validée ARS. On vous précisera où aller et on vous proposera de la copier vers un autre répertoire. Il y a quand même quelques prérequis, c'est qu'il faudra pas modifier régulièrement ces répertoires de sauvegarde parce que là, ça pourra poser problème et on ne réussira pas à récupérer l'archive. Hem, c'est le même utilisateur qui doit faire cette manipulation, ou alors partager le même répertoire de sauvegarde. Donc, que toutes les espaces enfin que tous les druides des différents utilisateurs soient paramétrés vers le même, répertoire de sauvegarde, et avoir la même, machine qui a servi pour le M12. Voilà. Quelques messages clés aussi pour le support. Donc, si vous constatez des erreurs, il y a plusieurs étapes où vous pouvez en avoir. Au moment de la sélection des fichiers. Donc ça, je l'ai montré très clairement pendant la présentation. Mince, c'est une capture d'écran SMR, je suis désolé, je ne l'ai pas mis à jour, mais la logique est la même. S'il vous manque un fichier obligatoire, vous allez avoir une alerte, et hem et si vous manque un fichier obligatoire, vous aurez une alerte, et il y a à l'endroit du fichier manquant, vous aurez un petit point d'exclamation, et vous ne pourrez pas contrôler les données. Donc là, il faudra produire le fichier manquant. Ensuite, si à l'issue de la phase de pré-traitement, vous avez contrôle terminé, aucune donnée transmettable, c'est que parmi les fichiers obligatoires, il y en a un qui a aucune donnée transmettable. Et donc là, vous devez regarder le rapport détaillé pour savoir de quel il s'agit, et puis, enfin le rapport général est détaillé pour savoir duquel il s'agit, et
et quelles sont les causes des erreurs. Je viens de dire une bêtise, c'est pas le rapport détaillé, c'est le rapport de pré-traitement. Voilà. Ensuite, sur la phase de contrôle des données, vous pouvez consulter les traces s'il y a des erreurs ou si l'application, vous ne savez pas trop si elle tourne et aussi, faire une capture d'écran s'il y a une problématique pour justement l'envoyer au support ou éventuellement comprendre le message d'erreur et résoudre le problème vous-même. Et ensuite, donc pour toute, autre problématique, il faut bien consulter les rapports, ça c'est vraiment important et ça vous permet de comprendre justement aux premières utilisations de l'outil, quelles sont les données qui vont pas être transmises, pourquoi? Et quelles sont les données qui sont transmises et est-ce qu'elles ont des erreurs et pourquoi? Et ça vous permet d'analyser la qualité des données. Voilà et en cas de difficulté pour transmettre, l'état IPMSI vous permet de savoir si la transmission est possible et notamment, pourquoi elle est bloquée. Donc là, par exemple, cette situation-là, on a une transmission qui est bloquée parce qu'en fait, on a des données qui ont été déposées une première fois, qui sont en cours de transmission, mais le traitement n'est pas réussi. Donc en fait, il y a encore une action en cours dans IPMSI, et donc IPMSI va attendre d'avoir fini de travailler avant de pouvoir accepter des nouveaux fichiers. Tout à l'heure, j'ai montré, quand on a validé ces données, on ne peut plus redéposer. Idem pour si l'ARS a validé les données. Heu, voilà sur ces petits messages clés. Est-ce que pendant cette période, il y a eu d'autres questions, Aurélie? Non, OK. pour l'instant. Ah, si, il y en a une qui arrive. Visual Qualité sera-t-il disponible dans Druid avec Druid version test pour tester les données M10 et M11 2024? Oui, Donc oui. je l'ai montré, ouais. Ouais. Peut-on transmettre les fiches comp indépendamment des autres fichiers sans avoir à retransmettre l'intégralité des fichiers RPS? Non. Non, alors c'est vrai qu'il y avait une fonctionnalité qui existait dans Pivoine, C'est contrôle, qui avait contrôle réglementaire contrôle et contrôle qualité, ouais. qualité Mmh. et c'est vrai que cette fonctionnalité, n'a pas été retransposée dans Druid et donc vous avez la nécessité, de mettre, d'intégrer, à minima les RPS et enfin un fichier de RPS, de RA et du M. Enfin un fichier RPS ou RA, du M et de chaînage pour contrôler les fiches comp. Si on est valideur uniquement, peut-on contrôler quelque chose? Alors si vous avez un statut de valideur uniquement, normalement, votre activité se situe plutôt sur IPMSI, et donc vous pouvez, plutôt utiliser IPMSI pour visualiser les tableaux valides et valider les données. Et après, je pense que comme, il faut être gestionnaire de fichiers, pour se connecter à Druid, c'est un prérequis. Je ne peux pas vous garantir que vous puissiez vous connecter à Druid si vous avez uniquement des droits en validation et pas en gestionnaire de fichiers. Vous avez accès à IPMSI pour consulter les tableaux valides, et cetera. Ouais, je sais pas non plus. Par contre, il y a un bouton, valider, Oui, dans le bouton Druid, valider, dévalider qui permet est de accessible seulement aux valideurs, en tout cas. oui, c'est ça. Pour l'instant, mmh, pour l'instant, c'est bon pour les questions. OK. Alors là, on va passer sur qu'on a annoncé tout à l'heure, mais sur un point assez spécifique, qui concerne uniquement les établissements ex-OQL. Hem, donc on va aller assez vite, on répondra à ces questions, puis, peut-être que s'il y a d'autres questions qui surgissent, on répondra à toutes les questions, par la suite et qui concernent les informations sur le reste à charge. Hem, juste quelques rappels, sur le contexte. Donc on a, le vide chaînage qui a été créé, afin de véhiculer des informations de chaînage, pour les prises en charge qui ne génèrent plus de RSFA, donc de bordereaux de facturation. Donc, voilà, ça c'est le 1er point. Il a été créé en 2022 suite à la réforme du financement et un autre point aussi, qui a été entraîné par la réforme du financement, c'est que les informations de facturation émises auprès des organismes complémentaires, donc sur les informations,
du du ticket modérateur sur la nouvelle base des TNJP, le forfait journalier, les prestations extralégales et cetera, ne sont plus systématiquement présentes, pardon, dans les RSF du fait de la réforme du financement. Et donc notre objectif, c'est donc, de tout d'abord de conserver une exhaustivité du chaînage, bien entendu, mais également de pouvoir avoir des informations, sur les prises en charge complémentaires, sur le reste à charge, afin de notamment, conduire un certain nombre de travaux d'analyse. Hem, donc ce qui est, envisagé pour 2025 et c'est justement qu'on puisse, donc transmettre les informations de facturation, qui sont émises auprès des organismes complémentaires, via, les RSF. Visiblement, certains établissements le font déjà via notamment le RSFB. Ça, c'est le 1er point sur la prise en charge complémentaire. Le deuxième point, c'est qu'on souhaite rappeler que donc pour les établissements ex-OQN, hein, je le précise si j'ai pas été assez clair pour le début, que les règles de production d'un RSF restent et sont spécifiées dans le, guide méthodo, que les établissements de santé, donc ex-OQN, heu, de psychiatrie doivent transmettre les RSF couplés à leurs données d'activité, heu, et donc ils doivent le faire systématiquement et ce RSF reproduit le bordereau de contenu de facturation transmis, par les établissements aux organismes d'assurance maladie et également, c'est ce qui est proposé, comme, ajout, des éléments, transmis à l'assurance maladie complémentaire. Et donc, il y a parmi ces règles générales, il y a un cas particulier, c'est celui du vide chaînage. C'est, comment produire les informations de chaînage lorsqu'il n'y a pas de facture. Par exemple, le patient est rentré, heu, le le 30 septembre et vous faites un M9. Et ben, là, il est possible de produire un vide chaînage dans cette situation pour justement, offrir la possibilité d'avoir une exhaustivité du chaînage, et donc avoir des indicateurs qualité, de chaînage qui sont, exhaustifs. Un rappel, c'est que la mise en place du vide chaînage qui a été faite en 2022, ne rend pas optionnelle la production des fichiers RSF. Ça permet juste de véhiculer l'information de chaînage en l'absence de RSF. Ça, c'est un point important parce qu'on a pu voir que notamment sur les RSF, C, qu'il y avait une production des RSF qui était, assez hétérogène, d'un établissement à l'autre. Donc des établissements qui continuaient à produire des RSF, systématiquement et d'autres qui ne les produisaient plus systématiquement ou plus du tout. Voilà pour ce point supplémentaire qui est un peu au-delà de simplement Druid, mais qui permet de fixer des éléments sur comment fonctionne aussi Druid sur cette partie-là et sur, les informations qu'il doit présenter en rap voilà. Donc je ne sais pas si sur cette partie-là, on a des questions qui remontent, Non. là, pour l'instant? OK. Non, bah, tout à l'heure, était demandé si le vitrinage était obligatoire, donc du coup, non. Alors après, une Enfin, toute petite dernière précision, c'est que si ouais. jamais votre vide chaînage, enfin, si vous avez des informations de chaînage dans le vide chaînage pour un séjour et également dans un RSF, Druid gérera la situation et privilégiera les données qui sont présentes dans le vide chaînage pour le chaînage. Mais par contre, le vide chaînage n'est est en tout cas, nécessaire si vous n'avez pas eu de facturation. Mais par contre, c'est le bordereau de facturation qui doit être produit si vous en avez produit un. Je ne sais pas Alors, il y a des si j'ai répondu à questions. ces Quel questions. RSF doit être transmis uniquement RSF pas? Donc, Maintenant, on a différents éléments de facturation qui ont été produits. Ça va du A, B, C alors je sais pas si et vous les autres parliez, RSF qui sont que du spécifiés dans les formats. chaînage, mais oui. Notre éditeur nous a dit que le vide chaînage remplaçait le RSF. Que devons-nous faire pour rattraper les mois de non-transmission du RSF? Hem, alors pour 2024, si vous avez comme les exports sont cumulatifs, si vous avez la possibilité de les produire, sur les prochains exports,
heu, hem et bah, vous pouvez les produire en complément du vide chaînage. C'est-à-dire, en fait, le vide chaînage ne remplace pas les RSF. Permet de compléter, si besoin. Pas plus de questions. OK. Donc, pour les personnes qui peut-être sont arrivées en cours de route, je vais arrêter la présentation. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, donc, on vous rappelle que, le webinaire était enregistré et que, le support sera accessible très prochainement sur le site internet de l'agence, et donc sera disponible pendant toute la période de test. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire-là, donc, vous pouvez transmettre le lien, une fois qu'il sera en ligne, vous pourrez transmettre le lien vers le webinaire à vos collègues, pour, justement, s'informer sur ces évolutions et également, noter que le 10 janvier, un nouveau webinaire est prévu et comprendra, heu, la même présentation sans faire de focus sur la période de test puisqu'elle sera presque, enfin, sera bien avancé et on ajoutera peut-être des éléments qui auront pu être corrigés suite aux dernières remontées des établissements bêta-testeurs et à vos remontées pendant la période de test. Donc voilà. Je vous remercie à tous pour votre, attention et puis on vous souhaite une bonne journée.